Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. L'avare n'a généralement pas d'autre passion, l'avarice lui suffit, écrit Anne Baratin. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 15 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Madame Oreille, une femme si avare que son mari en est rendu à lui mendier de l'argent. Il s'agit d'une nouvelle de Maupassant intitulée Le Parapluie. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Mathilde de Lille et Mélanie de Saint-Rémy-sur-Dourol, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pour commencer, installez-vous confortablement. Prenez une lente et profonde inspiration et permettez-vous de relâcher toute tension que vous pourriez ressentir. Prenez une autre lente et profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Permettez aux muscles de votre corps de se détendre et de se mettre au repos. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation. Avant de commencer, prenez une petite minute pour lâcher prise complètement et vous assurer que chaque partie de votre corps est complètement détendue, de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et observez comme c'est agréable. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes assis devant un beau feu de camp. Il fait nuit, le ciel est étoilé, la température est fraîche mais agréable. Vous vous sentez en paix et heureux de profiter de ce moment alors que le feu vous réchauffe et vous réconforte. Concentrez votre attention sur le son du feu qui crépite et sur sa lumière apaisante et chaleureuse. Permettez à votre corps et votre esprit de vivre cette agréable sensation d'être assis auprès du feu et laissez ces flammes vous bercer lentement, agréablement, calmement, alors qu'un léger sourire se forme sur votre visage. Concentrez votre attention sur l'odeur de la nuit, l'odeur du feu, l'odeur des arbres et de la nature environnante.
vous pouvez sentir la lumière et la chaleur du feu venir masser et détendre tout votre corps, en commençant par votre tête. Sentez la chaleur relaxante du feu se déplacer le long de votre cou, de votre nuque et de vos épaules. Vous semblez être de plus en plus détendu. Cette sensation de détente se déplace maintenant le long de votre dos et de votre poitrine. Puis le long de votre ventre. Elle semble s'attarder un instant ici, et vous sentez comme une vague de réconfort et de sérénité s'installer en vous. Votre respiration est calme, paisible et naturelle. La chaleur du feu se déplace maintenant le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Vous vous sentez complètement calme. Cette chaleur réconfortante enveloppe maintenant vos jambes et vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Appréciez cet état de relaxation totale. Tout votre corps est complètement détendu. À présent, élargissez votre champ de vision et observez ce qui se trouve autour de vous. Écoutez la douce brise du vent qui berce les feuilles des arbres. Peut-être y a-t-il également des grillons en train de chanter tout autour. Permettez-vous de vous abandonner complètement, de vous détendre sans retenue, d'être en confiance et en harmonie totale. Car du feu de camp semble rayonner une sensation d'amour et de compassion, comme s'il vous comprenait, comme s'il cherchait à vous réconforter. Prenez un grand bol d'air frais par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Alors que vous regardez le feu de camp, vous réalisez que ces flammes puissantes sont comme un rappel de la puissance qui existe en vous. Permettez-vous de profiter pleinement de la force de cette flamme et sentez la zone située au-dessus de votre nombril rayonner avec cette lumière vibrante, comme si s'y trouvait le centre de pouvoir de votre corps. Prenez un instant pour observer vos sensations et sentez comme votre corps semble s'enfoncer encore un peu plus dans la détente à chaque expire.
vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, le parapluie. Madame Oreille était économe. Elle savait la valeur d'un sou et possédait un arsenal de principes sévères sur la multiplication de l'argent. Sa bonne, assurément, avait grand mal à faire danser l'anse du panier, et Madame Oreille n'obtenait sa monnaie de poche qu'avec une extrême difficulté. Ils étaient à leur aise pourtant et sans enfants, mais Madame Oreille éprouvait une vraie douleur à voir les pièces blanches sortir de chez elle. C'était comme une déchirure pour son cœur, et chaque fois qu'il lui avait fallu faire une dépense de quelque importance, bien qu'indispensable, elle dormait fort mal la nuit suivante. Oreille répétait sans cesse à sa femme « Tu devrais avoir la main plus large, puisque nous ne mangeons jamais nos revenus. » Elle répondait « On ne sait jamais ce qui peut arriver, il vaut mieux avoir plus que moins. » C'était une petite femme de 40 ans, vive, ridée, propre et souvent irritée. Son mari, à tout moment, se plaignait des privations qu'elle lui faisait endurer. Il en était certaine qui lui devenaient particulièrement pénibles parce qu'elles atteignaient sa vanité. Il était commis principal au ministère de la guerre, demeuré là uniquement pour obéir à sa femme, pour augmenter les rentes inutilisées de la maison. Or, pendant 2 ans, il vint au bureau avec le même parapluie rapiécé qui donnait à rire à ses collègues. Là, enfin, de leur colibé, il exigea que Madame Oreille lui achetât un nouveau parapluie. Elle en prit un de 8,50 francs, article de réclame d'un grand magasin. Des employés, en apercevant cet objet jeté dans Paris par milliers, recommencèrent leurs plaisanteries, et Oreille en souffrit horriblement. Le parapluie ne valait rien. En 3 mois, il fut hors de service, et la gaieté devint générale dans le ministère. On fit même une chanson qu'on entendait du matin au soir, du haut en bas de l'immense bâtiment. Oreille, exaspérée, ordonna à sa femme de lui choisir un nouveau riflard en soie fine de 20 francs et d'apporter une facture justificative. Elle en acheta un de 18 francs et déclara, rouge d'irritation, en le remettant à son époux « Tu en as là pour 5 ans au moins. » Oreille, triomphant, obtint un vrai succès au bureau. Lorsqu'il rentra le soir, sa femme, jetant un regard inquiet sur le parapluie, lui dit « Tu ne devrais pas le laisser serrer avec l'élastique, c'est le moyen de couper la soie. C'est à toi d'y veiller, parce que je ne t'en achèterai pas un de sitôt. » Elle le prit, dégrafa l'anneau et secoua les plis. Mais elle demeura saisie d'émotion. Un trou rond, grand comme 1 centime, lui apparut au milieu du parapluie. C'était une brûlure de cigare. Elle balbutia. « Qu'est-ce qu'il a ?» Son mari répondit tranquillement, sans regarder. « Qui, quoi, que veux-tu dire ?» La colère l'étranglait maintenant, elle ne pouvait plus parler. « Tu as brûlé ton parapluie ? Mais tu es donc fou ? Tu veux nous ruiner ?» Il se retourna, se sentant pâlir. « Tu dis ? Je dis que tu as brûlé ton parapluie ?» Et s'élançant vers lui comme pour le battre, elle lui mit violemment sous le nez la petite brûlure circulaire. Il restait éperdu devant cette plaie, bredouillant. « Ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, moi, je n'ai rien fait, je te le jure. Je ne sais pas ce qu'il a, moi, ce parapluie. » Elle criait maintenant. « Je parie que tu as fait des farces avec lui dans ton bureau, que tu as fait le saltimbanque, que tu l'as ouvert pour le montrer. » Il répondit « Je l'ai ouvert une seule fois pour montrer comme il était beau, voilà tout, je te le jure. » Mais elle trépignait de fureur, et elle lui fit une de ces scènes conjugales qui rendent le foyer familial plus redoutable pour un homme pacifique qu'un champ de bataille où pleuvent les balles. Elle ajusta
une pièce avec un morceau de soie coupé sur l'ancien parapluie qui était de couleurs différentes, et le lendemain, Oreille partit d'un air humble avec l'instrument raccommodé. Il le posa dans son armoire et n'y pensa plus que comme on pense à quelques mauvais souvenirs. Mais à peine fut-il rentré le soir, sa femme lui saisit son parapluie dans les mains, l'ouvrit pour constater son état et demeura suffoqué devant un désastre irréparable. Il était criblé de petits trous provenant évidemment de brûlures, comme si on eût vidé dessus la cendre d'une pipe allumée. Il était perdu et sans remède. Elle contemplait cela sans dire un mot, trop indignée pour qu'un son pût sortir de sa gorge. Lui aussi, il constatait le dégât et il restait stupide, épouvante, consterné. Puis ils se regardèrent, puis il baissa les yeux, puis il reçut, par la figure, l'objet crevé qu'elle lui jetait. Puis elle cria, retrouvant sa voix dans un emportement de fureur. « Ah, canaille, tu as fait exprès, mais tu me le paieras, tu n'en auras plus. » Et la scène recommença. Après 1 heure de tempête, il put enfin s'expliquer. Il jura qu'il n'y comprenait rien, que cela ne pouvait provenir que de malveillance ou de vengeance. Un coup de sonnette le délivra. C'était un ami qui venait dîner chez eux. Madame Oreille lui soumit le cas. Quant à acheter un nouveau parapluie, c'était fini, son mari n'en aurait plus. L'ami argumenta avec raison. « Dans ce cas, madame, il perdra ses habits, qui valent davantage. » La petite femme, toujours furieuse, répondit. « Alors, il prendra un parapluie de cuisine. Je ne lui en donnerai pas un nouveau en soie. » À cette pensée, Oreille se révolta. « Alors je donnerai ma démission, mais je n'irai pas au ministère avec un parapluie de cuisine. » L'ami reprit. « Faites recouvrir celui-là, ça ne coûte pas très cher. » Madame Oreille, exaspérée, balbutiait. « Il faut tout au moins 8 francs pour le faire recouvrir. 8 francs et 18, cela fait 26. 26 francs pour un parapluie, mais c'est de la folie, c'est de la démence. » L'ami, bourgeois pauvre, eut une inspiration. « Faites-le payer par votre assurance. Les compagnies paient les objets brûlés pourvu que le dégât ait eu lieu dans votre domicile. » À ce conseil, la petite femme se calma net. Puis après 1 minute de réflexion, elle dit à son mari. « Demain, avant de te rendre à ton ministère, tu iras dans les bureaux de la maternelle faire constater l'état de ton parapluie et réclamer le paiement. » Monsieur Oreille eut un soubresaut. « Jamais de la vie je n'oserais. C'est 18 francs de perdu, voilà tout, nous n'en mourrons pas. » Et il sortit le lendemain avec une canne. Il faisait beau, heureusement. Restée seule à la maison, Madame Oreille ne pouvait se consoler de la perte de ses 18 francs. Elle avait le parapluie sur la table de la salle à manger, et elle tournait autour sans parvenir à prendre une résolution. La pensée de l'assurance lui revenait à tout instant, mais elle n'osait pas non plus affronter les regards railleurs des messieurs qui la recevraient, car elle était timide devant tout le monde, rougissant pour un rien, embarrassée dès qu'il lui fallait parler à des inconnus. Cependant, le regret des 18 francs la faisait souffrir comme une blessure. Elle n'y voulait plus songer, et sans cesse le souvenir de cette perte la martelait douloureusement. Que faire cependant? Les heures passées, elle ne se décidait à rien. Puis tout à coup, comme les poltrons qui deviennent crânes, elle prit sa résolution. « J'irai, et nous verrons bien. » Mais il lui fallait d'abord préparer le parapluie pour que le désastre fût complet et la cause facile à soutenir. Elle prit une allumette sur la cheminée et fit entre les baleines une grande brûlure large comme la main. Puis elle roula délicatement ce qui restait de la soie, la fixa avec le cordelet élastique, mit son châle et son chapeau et descendit d'un pied pressé vers la rue de Rivoli où se trouvait l'assurance. Mais à mesure qu'elle approchait,
elle ralentissait le pas. Qu'allait-elle dire? Qu'allait-on lui répondre? Elle regardait les numéros des maisons. Elle en avait encore 28. Très bien, elle pouvait réfléchir. Elle allait de moins en moins vite. Soudain, elle tressaillit. Voici la porte sur laquelle brille en lettres d'or la maternelle compagnie d'assurance contre l'incendie. Déjà. Elle s'arrêta une seconde, anxieuse, honteuse, puis passa, puis revint, puis passa de nouveau, puis revint encore. Elle se dit enfin, il faut y aller pourtant, mieux vaut plus tôt que plus tard. Mais en pénétrant dans la maison, elle s'aperçut que son cœur battait. Elle entra dans une vaste pièce avec des guichets tout autour, et par chaque guichet on apercevait une tête d'homme dont le corps était masqué par un treillage. Un monsieur parut, portant des papiers. Elle s'arrêta et d'une petite voix timide. « Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire où il faut s'adresser pour se faire rembourser les objets brûlés ?» Il répondit avec un timbre sonore. « Premier, à gauche, au bureau des sinistres. » Ce mot l'intimida davantage encore, et elle eut envie de se sauver, de ne rien dire, de sacrifier ses 18 francs. Mais à la pensée de cette somme, un peu de courage lui revint et elle monta, essoufflée, s'arrêtant à chaque marche. Au premier, elle aperçut une porte, elle frappa. Une voix claire cria « Entrez !» Elle entra et se vit dans une grande pièce où 3 messieurs, debout, décorés, solennels, causaient. Un d'eux lui demanda « Que désirez-vous, madame ?» Elle ne trouvait plus ses mots, elle bégaya. « Je viens pour un sinistre. » Le monsieur poli montra un siège. « Donnez-vous la peine de vous asseoir, je suis à vous dans 1 minute. » Et en retournant vers les 2 autres, il reprit la conversation. « La compagnie, messieurs, ne se croit pas engagée envers vous pour plus de 400 000 francs. Nous ne pouvons admettre vos revendications pour les 100 000 francs que vous prétendez nous faire payer en plus. L'estimation, d'ailleurs... » Un des 2 autres l'interrompit. « Cela suffit, monsieur. Les tribunaux décideront. Nous n'avons plus qu'à nous retirer. » Et ils sortirent après plusieurs saluts cérémonieux. Oh, si elle avait osé partir avec eux, elle l'aurait fait. Elle aurait fui, abandonnant tout. Mais le pouvait-elle? Le monsieur revint, et s'inclinant... « Qu'y a-t-il pour votre service, madame ?» Elle articula péniblement. « Je viens pour ceci. » Le directeur baissa les yeux avec un étonnement naïf vers l'objet qu'elle lui tendait. Elle essayait d'une main tremblante de détacher l'élastique. Elle y parvint après quelques efforts et ouvrit brusquement le squelette loqueteux du parapluie. L'homme prononça d'un ton compatissant. « Il me paraît bien malade. » Elle déclara avec hésitation. « Il m'a coûté 20 francs. » Il s'étonna. « Vraiment? Tant que ça? » « Oui, il était excellent. Je voulais vous faire constater son état. »« Fort bien, je vois, fort bien. Mais je ne saisis pas en quoi cela peut me concerner. » Une inquiétude la saisit. Peut-être cette compagnie-là ne payait-elle pas les menus objets, et elle dit « Mais il est brûlé. » Le monsieur ne nia pas. « Oui, je le vois bien. » Elle restait bouche béante, ne sachant plus que dire. Puis soudain, comprenant son oubli, elle prononça avec précipitation. « Je suis Madame Aureille, nous sommes assurés à la maternelle, et je viens vous réclamer le prix de ce dégât. » Elle se hâta d'ajouter dans la crainte d'un refus positif « Je demande seulement que vous le fassiez recouvrir. » Le directeur, embarrassé, déclara « Mais, madame, nous ne sommes pas marchands de parapluies. Nous ne pouvons nous charger de ces genres de réparations. » La petite femme sentait l'aplomb lui revenir. Il fallait lutter. Elle lutterait donc.
elle n'avait plus peur. Elle dit « Je demande seulement le prix de la réparation, je la ferai bien faire moi-même. » Le monsieur semblait confus. « Vraiment, madame, c'est bien peu. On ne nous demande jamais d'indemnité pour des accidents d'une si minime importance. Nous ne pouvons rembourser, convenez-en, les mouchoirs, les gants, les balais, les savates, tous les petits objets qui sont exposés chaque jour à subir des avaries par la flamme. » Elle devint rouge, sentant la colère l'envahir. « Mais monsieur, nous avons eu au mois de décembre dernier un feu de cheminée qui nous a causé au moins pour 500 francs de dégâts. Monsieur Oreille n'a rien réclamé à la compagnie. Aussi, il est bien juste aujourd'hui qu'elle me paie mon parapluie. » Le directeur, devinant le mensonge, dit en souriant. « Vous avouerez, madame, qu'il est bien étonnant que monsieur Oreille, n'ayant rien demandé pour un dégât de 500 francs, vienne réclamer une réparation de 5 ou 6 pour un parapluie. » Elle ne se troubla point et répliqua. « Pardon, monsieur, le dégât de 500 francs concernait la bourse de monsieur Oreille, tandis que le dégât de 18 francs concerne la bourse de madame Oreille, ce qui n'est pas la même chose. » Il vit qu'il ne s'en débarrasserait pas et qu'il allait perdre sa journée, et il demanda avec résignation. « Veuillez me dire, alors comment l'accident est arrivé ?» Elle sentit la victoire et se mit à raconter. « Voilà, monsieur, j'ai dans mon vestibule une espèce de chose en bronze où l'on pose les parapluies et les cannes. L'autre jour, donc, en rentrant, je plaçai dedans celui-là. Il faut vous dire qu'il y a juste au-dessus une planchette pour mettre les bougies et les allumettes. J'allonge le bras et je prends 4 allumettes. J'en frotte une, elle rate. J'en frotte une autre, elle s'allume et s'éteint aussitôt. J'en frotte une 3e, elle en fait autant. » Le directeur l'interrompit pour placer un mot d'esprit. « C'était donc des allumettes du gouvernement ?» Elle ne comprit pas et continua. « Ça se peut bien. Toujours est-il que la 4e prit feu et j'allumai ma bougie. Puis je rentrai dans ma chambre pour me coucher. Mais au bout d'un quart d'heure, il me sembla qu'on sentait le brûler. Je me relève donc, je sors, je cherche, je sens partout comme un chien de chasse, et je m'aperçois enfin que mon parapluie brûle. C'est probablement une allumette qui était tombée dedans. Vous voyez dans quel état ça l'a mis. » Le directeur en avait pris son parti. Il demanda « À combien estimez-vous le dégât ?» Elle demeura sans parole, n'osant pas fixer un chiffre. Puis elle dit, voulant être large « Faites-le réparer vous-même, je m'en rapporte à vous. » Il refusa. « Non, madame, je ne peux pas. Dites-moi combien vous demandez. »« Mais il me semble que... Tenez, monsieur, je ne peux pas gagner sur vous, moi. Nous allons faire une chose. Je porterai mon parapluie chez un fabricant qui le recouvrira en bonne soie, en soie durable, et je vous apporterai la facture. Cela vous va-t-il ? » ?»« Parfaitement, madame, c'est entendu. Voici un mot pour la caisse qui remboursera votre dépense. » Il tendit une carte à madame Oreille qui la saisit, puis se leva et sortit en remerciant, ayant hâte d'être dehors, de crainte qu'il ne changeât d'avis. Elle allait maintenant d'un pas gai par la rue, cherchant un marchand de parapluies qui lui parut élégant. Quand elle eut trouvé une boutique d'allure riche, elle entra et dit d'une voix assurée « Voici un parapluie à recouvrir en soie, en très bonne soie. Mettez-y ce que vous avez de meilleur, je ne regarde pas au prix. »